ici présent, M. De Guéna, qui a eu l'amitié d'écrire des livres, des articles pour mon site Enquête et Débat. Donc je vous invite à... Je vais le citer d'ailleurs à un moment de la conférence, parce qu'il a écrit sur les syndicats notamment, ça ne vous étonnera pas. On m'entend bien jusqu'au fond, c'est bon? Je vois des gens qui hochent la tête, donc c'est bon. Peut-être un peu plus alors. Un peu plus fort? Très bien. Bon. Alors comme vous l'a expliqué notre cher président, je vais vous faire cette conférence sur l'état dans l'état que sont les syndicats, et je vais l'agrémenter parce qu'il y a un peu de chiffres, ça peut être assez assommant, mais c'est intéressant. Donc pour le rendre moins assommant, j'ai imaginé un petit jeu que je vous soumets. Alors il y aura 2 livres à la clé, donc je vais vous mettre en concurrence, ce qui est normal avec des libéraux. L'idée c'est que je vais faire ma conférence et à certains points, donc à 16 occasions, je vais vous poser une question liée à cette conférence. Et on va dire le premier qui répondra, donc vous n'avez pas besoin de lever la main, dites juste la réponse que vous pensez être la bonne. À ce moment-là, on inscrira votre nom si elle est la bonne. Enfin, c'est notre président qui va s'en charger, je crois. Donc, comme il vous connaît tous, a priori, il ne va pas se tromper. Et donc, celui qui aura gagné le plus de points à la fin remportera mon livre noir de la gauche, que je vous montre là. On est chez les libéraux, on ne bouge plus. Liberté de circulation. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est donc les syndicats, un État dans l'État. Alors déjà, il y avait un État, c'était déjà assez lourd, ben là, il paraîtrait qu'il y aurait un État dans l'État. Donc ça ferait 2 États, ça fait quand même beaucoup. Alors, je vais commencer par quelques chiffres, et n'oubliez pas notre petit jeu. Donc, à votre avis, combien de Français, en termes de proportion, en termes de fraction, a une bonne opinion de la CGT dans un sondage qui est sorti récemment? 7, c'est-à-dire sur 10 ou 7 7%? Non, beaucoup plus. 51. Alors, madame a dit 51, on va lui donner la bonne réponse parce que c'est 1 Français sur 2, hein, donc elle est vraiment pas loin. Donc Patrick de Cazeneuve note le nom de madame. Vous vous rendez compte, il y a 1 Français sur 2 qui a une bonne opinion de la CGT dans ce pays. Alors on continue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc on va essayer de... À votre avis, combien de Français, de jeunes Français, rêvent de devenir fonctionnaires, selon la même proportion? Qui a dit? Oui, j'ai entendu 75%, mais c'est madame, je crois, qui l'a dit en premier, voilà. Madame au fond qui lève la main là-bas, avec le pull jaune. 75% des jeunes Français veulent devenir fonctionnaires, vous vous rendez compte? Bon, et combien d'entrepreneurs français estiment que la France encourage l'entrepreneuriat? Alors un peu moins que 30%. 25. Un peu plus, 25%, voilà. C'est madame qui a la bonne réponse. Un quart des entrepreneurs. Vous l'aviez dit avant? Non. Donc c'est madame. Un quart des entrepreneurs français seulement estiment que la France encourage l'entrepreneuriat, contre 76% en moyenne dans les autres pays membres du G20. Donc on est toujours en tête, comme d'habitude. Donc je pense que ces 3 sondages résument un peu l'essentiel de ce sujet et permettent d'en prendre l'importance et de se rendre compte que la situation est plutôt grave. Alors je vais vous faire un peu d'historique pour commencer, en vous parlant un peu des syndicats, évidemment, qui les a créés, qui était pour et qui était contre. Alors, je cite notamment mon livre noir de la gauche que je vous ai montré là. Alors, des dizaines d'années avant l'apparition des premiers partis communistes, et même des premiers théoriciens socialistes, ce sont les libéraux du 19e siècle, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, qui ont posé avant tout le monde ce que l'on appelait alors la question sociale. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quel est le libéral qui fit limiter en 1841 le travail des enfants dans les usines? Patrick Rousseau. Non. Bien tenté. Le docteur. Non, il n'était pas docteur, à ma connaissance. Il disait, je vais vous aider un peu, enrichissez-vous. Voilà. Qui a dit Guizot en premier? Monsieur. Voilà. Donc c'est Guizot qui fit limiter en 1841 le travail des enfants dans les usines. Ensuite, quel libéral demanda le premier que l'on reconnaisse le principe du droit de grève? Oui, qui a dit Bastien? Ah voilà, c'est monsieur, voilà.
Je crois qu'on est au Cercle Bastia. Donc c'est monsieur avec le pull rouge, l'éditeur dont tu parlais, d'Habeas Corpus. Donc c'est Frédéric Bastiat, économiste ultra-libéral, qui demanda le premier que l'on reconnaisse le principe du droit de grève. Ça, faut jamais l'oublier quand on a un gauchiste en face, ça fait toujours plaisir. Alors, quel est le libéral qui convainquit en 1864 Napoléon III d'abolir le délit de coalition, ouvrant ainsi la voie au syndicalisme? Elle est moins connue, celui-là, c'est vrai. Chapelier? Non. Tu peux répondre aussi, Patrick, hein, si Le tu Croix. sais. Le Croix. Non. Non. Bon, j'en donne leur langue gauche. Alors, c'est quelqu'un qui s'appelait Émile Olivier. Ah oui. Voilà. Peut-être. Et leur dernier libéral, qui fit voter en 1884 la loi attribuant aux syndicats la personnalité civile. Ça a été dit tout à l'heure, mais ce n'était pas la bonne réponse. Voilà. Pour France. Pour 12. 12 de France. Alors ça, c'est un extrait du livre de Jean-François Revel, La Grande Parade, qui est sorti chez Point et que je vous recommande, si vous ne l'avez pas lu, évidemment. Il faut toujours lire, relire et relire Jean-François Revel. Alors maintenant, on passe du côté des anti-syndicats, ce qui est assez drôle, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est les communistes et les trotskistes. Alors dès 1919, en URSS, ce cher Lénine mit en place l'interdiction de la grève, pas de presse syndicale libre, pas de droit d'association, donc pas de syndicats indépendants, pas d'élection libre, pas le droit de changer d'employeur sans que le précédent le permette, formidable, pas le droit de changer de ville ou de province, des salaires de misère payés souvent en retard. Hein, donc ça, n'oubliez jamais non plus, quand vous avez un léniniste ou un trotskiste ou je ne sais pas quoi en face, qu'il interdisait le droit de grève. Il interdisait les syndicats. Alors, petite question à nouveau. Qui a dit la meilleure place pour un gréviste, ce moustique jaune et nuisible, c'est le camp de concentration? Dans la Pravda, le 19 février 1920. Je vous aide un peu là. Non, pas Staline, mais on n'est pas loin. Oui, qui a dit Trotsky? Ah, encore. Voilà. Quelqu'un prend de l'avance là, apparemment. Attention. Donc c'est une légère contradiction des trotskistes, me semble-t-il, avec leur discours actuel. Alors, je vais vous citer... alors là, je crois que c'est la deuxième internationale, mais je confonds toujours avec la troisième, donc excusez-moi. C'est en 1920, le deuxième congrès de l'internationale communiste. Pardon. Alors je vais vous citer Lénine dans le texte, qui va vous en dire un peu plus sur ce qu'est la CGT. Ça, on l'a oublié, mais c'est Lénine qui en a fait le bras armé du Parti communiste. Alors voilà ce qui est dit textuellement dans cette internationale communiste. Tout parti désireux d'appartenir à l'internationale communiste doit poursuivre une propagande persévérante et systématique au sein des syndicats, coopératives et autres organisations des masses ouvrières. Des noyaux communistes doivent être formés, dont le travail opiniâtre et constant conquérera les syndicats au communisme. C'est relativement clair. Ces noyaux communistes doivent être complètement subordonnés à l'ensemble du parti. Ça c'est vérifié, je veux dire, ne serait-ce qu'en France. Les communistes doivent tendre à réaliser une union parfaite entre les syndicats et le Parti communiste, en les subordonnant à ce dernier, avant-garde de la Révolution. Dans ce but, les communistes doivent organiser dans les syndicats et conseils de production des fractions communistes qui les aideront à s'emparer du mouvement syndical et à le diriger. Donc, comme avec Hitler, comme avec les autres totalitaires, ils ont annoncé la couleur. On ne peut pas leur reprocher ça. Je n'en rajouterai pas. Alors si, j'en rajouterai quand même, parce qu'il faut rappeler, la gauche déteste qu'on rappelle son histoire, notamment l'extrême gauche, et il faut rappeler qu'il y a eu une collaboration active entre le Parti communiste et les nazis. Bon, donc avec les syndicats et avec les nazis. Alors, c'est peu rappelé déjà, bon, j'en parle même pas, mais moi j'ai une analyse assez claire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez tous ces syndicats, notamment la CGT, qui pleurent littéralement sur ces pauvres emplois français, notamment dans l'industrie, qui disparaissent, sans qu'ils reconnaissent jamais qu'ils y sont pour non seulement beaucoup de choses, mais quasiment pour tout. Et on a eu cet exemple avec Titan, etc. Bon. Mais moi je compare ça avec ce qui s'est passé entre les deux guerres, et notamment à l'approche de la Deuxième Guerre mondiale et au cours du pacte germano-soviétique. C'est qu'on a oublié, dans les années 30, le Parti communiste et donc la CGT a saboté
déjà le moral des Français, en disant qu'il n'y aurait jamais la guerre, il serait toujours pour le pacifisme, et que si l'Allemagne attaquait la France, si l'Allemagne, cette déclaration de Torres de 1933, si l'Allemagne déclarait la guerre à la France, les communistes ne s'engageraient pas dans l'armée. Bon. Blum a enchaîné avec à peu près le même genre de déclaration, et les syndicats et les membres du Parti communiste ont tout fait pour saboter l'armée française. Donc en fait, on leur doit une grande partie de la défaite de 40. Mais ça, qui vous le rappelle? Que ce soit dans les médias, l'éducation nationale ou autre. Et aujourd'hui, on peut faire un parallèle très clair, parce qu'on a changé de guerre. On n'est plus dans une guerre militaire, on est dans une guerre économique. Qui nous l'a fait perdre, à votre avis? Si ce n'est les mêmes, comme par hasard. Ce sont les mêmes qui sabotent l'économie française, que ce soit dans les ports, que ce soit dans l'industrie lourde, etc. À chaque fois, vous avez ces syndicalistes, et notamment ces cégétistes, qui nous font la leçon, qui pleurent de chaudes larmes sur les emplois qu'ils ont eux-mêmes contribué à faire disparaître ou à faire partir de France, quand on parle de délocalisation. Donc, voilà, là, le parallèle, encore une fois, il crève les yeux. Donc, je pense qu'on peut parler d'une toute-puissance des syndicats, et je vais vous le démontrer. Patrick de Cazeneuve a fait mention de mon livre. Alors effectivement, j'ai eu la folie de vouloir écrire un livre que j'avais appelé La France CGT. Alors, vous avez entendu parler de ce livre, La France Orange Mécanique, qui dénonce... vous savez ce qu'il dénonce. Alors moi je voulais démontrer que le problème c'était pas les immigrés dans ce pays, le problème c'était la CGT. Mais contrairement à France Orange Mécanique qui a vendu je crois 150 000 exemplaires, qui est passé chez Ruquier, etc., alors que l'auteur est raciste, hein, je l'ai démontré, moi mon livre il a été censuré. C'est marrant. Donc comment ça s'est passé? J'ai écrit mon livre, je l'ai soumis à... Donc, je médite moi-même parce que la plupart du temps mes livres sont refusés partout ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai monté une maison d'édition depuis le premier livre d'ailleurs, qui était sur Thierry Ardisson. Si vous regardez un peu mon profil, vous retrouverez les raisons. Je ne rentre pas dans le détail. Donc je publie chez moi, donc j'ai cette garantie de contourner la censure, parce que je suis certain que le livre n'aurait trouvé aucun éditeur. Et le problème de la censure, il ne s'est pas posé là, il s'est posé juste après. C'est-à-dire que je ne l'ai pas soumis, je l'ai... présenté à mes commerciaux du diffuseur dans les réunions trimestrielles qu'on fait habituellement. Et ils ont tiqué déjà, parce qu'ils sont en relation avec la librairie en permanence. Il faut savoir que la librairie, elle est de gauche, hein, voire communiste. Si vous allez à la Fnac des Halles, par exemple, à Paris, 90% des livres, et j'ai fait une enquête là-dessus, qui sont présentés, en tout cas, qui sont sur les présentoirs, donc ceux qui se vendent, sont de gauche ou d'extrême gauche, avec tout un rayon sur Marx. Parfois des livres sortis il y a 10 ans, hein, mais c'est pas grave. Puis les derniers livres libéraux qui viennent de sortir, ça on ne les trouve pas, il faut demander, il faut les commander, mais c'est pas grave. Donc voilà ce qui s'est passé. Mon diffuseur, pour les commerciaux ont tiqué en me disant les libraires vont pas le prendre, mais ça c'est pas une censure. Enfin ça commence déjà un peu, mais là où la vraie censure s'est fait sentir, c'est quand mon diffuseur a été contacté par la CGT. En le menaçant de différentes choses. Alors, lui-même ne m'a pas tout dit parce que je pense qu'il veut garder un peu la face, mais d'après mes recoupements différents, j'étais menacé de procès dès lors que j'acceptais que je ne retirais pas le livre de la vente. Donc c'est aussi simple que ça, vous exercez une pression et ça, ils connaissent ça par cœur. J'ai interviewé un ancien de la CGT qui s'appelle Pierre Cassin, qui était au syndicat du livre CGT, qui m'expliquait, face caméra, hein, il en est très fier lui-même, qu'il avait 300 personnes en permanence pour faire pression sur les ministères et aller dans les ministères au cas où ils ne prendraient pas des décisions qui seraient en phase avec les objectifs du syndicat du livre CGT. Voilà. Donc ça, ce sont les pratiques connues de tous. Alors vous savez, en plus, c'est pas des gringalets, hein, c'est des gars qui font 150 kg à 1m90 ou 2 mètres. Donc ils sont recrutés pour ça. Donc mon livre est censuré, mais c'est pas grave. Hein, on est en France, il n'y a pas de censure, on est dans un pays libre, etc. Autre exemple qui démontre la toute-puissance des syndicats, parce que des livres censurés comme ça, il n'y en a quand même pas 36 000. Quel est le seul rapport parlementaire qui a été enterré par l'Assemblée nationale? Ça fait partie des questions du quiz, alors allez-y. Oui, qui a dit Perruchot en premier? 12 encore. On a une compétition là. Pour les autres, il faut se réveiller. Hein. Donc effectivement, ce député maire de Blois à l'époque, qui s'appelle... je ne me rappelle plus de son prénom, enfin Perruchot, Nicolas, merci. Perruchot que j'ai interviewé sur son rapport, c'est le seul rapport de toute l'histoire de la Ve République. Vous pouvez chercher, il n'y en a pas d'autres. Donc là quand même, qui ont été enterrés et dont on n'a plus jamais parlé, il a interdiction de le publier où que ce soit.
Alors Le Point en a publié des extraits sur Internet, mais pas l'intégralité. Vous n'avez pas les annexes, par exemple, ce qui est le plus intéressant. Donc là, vous avez des faits quand même. Quand vous avez le seul rapport parlementaire à être enterré, et que c'est sur les syndicats et leur financement surtout, c'est ça qui est intéressant, vous avez un indice de là où le pouvoir se situe en France. Et j'y reviendrai, je vais y venir tout de suite d'ailleurs, c'est la seule force capable de bloquer ce pays. D'un claquement de doigts. C'est-à-dire qu'ils peuvent décider du jour au lendemain, bon, vous avez vu avec la SNCF, préavis de grève, même pas, là il y a 2 jours, je parle. Moi je devais aller à Paris, j'habite à Blois. J'ai regardé la veille s'il y avait des trains, a priori il y en avait, j'arrive le matin, ah non il n'y en a plus, démerdez-vous. Bon, je me suis démerdé, j'ai fait un covoiturage, mais franchement j'ai eu de la chance, sinon c'était foutu, c'était un rendez-vous très important. Donc le préavis de grève, soi-disant, c'est très important, ils s'assoient dessus, et surtout ils peuvent bloquer le pays, non seulement avec la SNCF, puisqu'elle est dans leurs mains aujourd'hui, et notamment de la CGT, mais pas uniquement. Vous avez l'EDF, ils peuvent vous éteindre la lumière, si vous les emmerdez un peu trop. C'est-à-dire si vous revenez sur leurs privilèges acquis. Ils peuvent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Il y a la SNCF, l'EDF, et quel est l'autre? Alors la Poste, voilà. Bon, mais là avec Internet, maintenant ils sont un peu plus contournés. Enfin, ils peuvent bloquer effectivement le pays en partie avec la Poste. Ils peuvent bloquer le métro parisien. Alors là, vous avez 10 millions de personnes qui ne circulent plus. Et c'est la galère dans la capitale française, qui est quand même le centre économique majeur de ce pays. Air France, ils ont de moins en moins de pouvoir, mais enfin quand même, ils peuvent, avec les aiguilleurs du ciel notamment, ils peuvent bloquer toute la circulation. Alors les ports, j'en parlais tout à l'heure, ou je ne sais plus si j'en parlais, avec les dockers, effectivement, alors là, c'est un véritable... Enfin, à chaque fois c'est un scandale, donc je ne vais pas vous faire mon Georges Marchais, c'est vraiment une reculade des gouvernements successifs de gauche comme de droite. Alors là, je n'ai pas besoin d'y revenir, parce qu'aucun n'a jamais voulu, comme Margaret Thatcher en Angleterre par exemple, commencer à rentrer un peu dans l'art des syndicats, et à exercer un peu un rapport de force. Non, non, c'était, au pire, ça a été, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Chirac en 95, qui a laissé 3 semaines une réforme des retraites en place, et puis bon, il a reculé ensuite. Donc j'y reviens pas. Alors, le droit de grève, on l'a vu, c'est une chose précieuse, c'est une bonne chose. Il faut le droit de grève en France et dans le monde. C'est pour ça que les libéraux étaient pour. Mais l'abus du droit de grève, là, ça devient un peu plus problématique. Quand vous empiétez sur des droits fondamentaux qui sont la liberté de circuler, la liberté de travailler, là, ça ne marche plus. J'ai un professeur donc, qui m'a fait découvrir le libéralisme quand j'étais beaucoup plus jeune. C'était au moment des grèves de 95 en plus. Et il était le secrétaire de Murray Rothbard. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ce libertarien même. Et il me disait en pleine grève, mais il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas justement. Et qu'est-ce qu'on ne voit pas dans ces grèves? On ne voit pas par exemple les femmes qui vont accoucher et qui ne peuvent pas aller accoucher parce qu'il y a des embouteillages partout dans Paris. Donc elles accouchent dans leur taxi. Voilà. Qui va vous le dire? Est-ce qu'il y a eu des reportages dans la presse là-dessus? Et pourtant, lui, il en connaissait au moins une déjà. C'est pour ça qu'il m'en parlait. Donc, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et ne comptez jamais sur les syndicats ou les médias que les syndicats tiennent pour vous en parler. Donc, alors je vais vous citer justement un extrait de l'excellent article de Jacques de Guénin sur mon site Enquête et Débat à ce sujet. Donc, moi je le cite, hein. Lorsque les salariés d'une entreprise soumise à la concurrence font grève, c'est parce qu'ils veulent que le tort qu'ils créent ainsi à leur employeur l'incitera à mieux les traiter. Leur grève n'est pas destinée à nuire aux clients de l'entreprise, car ces derniers pourront se tourner vers un concurrent. Les grévistes savent qu'ils prennent un risque. S'ils se trompent sur les possibilités réelles de leur employeur, l'entreprise sera contrainte de fermer et ils perdront leur emploi. Aussi sont-ils attentifs à ne faire grève que dans des situations extrêmes. Dans les entreprises publiques, au contraire, les salariés exploitent cyniquement une situation de monopole. L'employeur, à savoir l'État, ne subit aucun dommage, le salarié ne court aucun risque, et les seules victimes sont les clients de l'entreprise, c'est-à-dire le public. Les syndicats poussent le cynisme jusqu'à faire souffrir le maximum d'innocents. Ainsi, les périodes choisies pour faire grève par les syndicats de la SNCF ou d'Air France sont souvent les vacances scolaires. Et ça s'est vérifié, ce texte a été écrit il y a 1 an, je crois. Et comme par hasard, ça s'est vérifié avant-hier. Bien, alors, certains sont allés encore plus loin, comme Jean Montaldo, par exemple, et ils ont parlé de mafia des syndicats. Bon, là, c'est un peu violent, mais il y a des raisons de le croire, quand même. Alors, on pourrait parler, par exemple, des comités d'entreprise. Alors là,
il y aurait des choses à dire. Mais comme par hasard, vous n'avez pas remarqué que les médias ne nous en parlent pas vraiment. Alors, ils nous bassinent avec des histoires comme Taubira et Minute qui aurait fait une avec une banane ou pas une banane. Par contre, là, les comités d'entreprise, ça fait jamais la une, ça. Ça fait des entrefilets, ça fait des petits articles dans la presse économique, mais on passe vite dessus parce que, bon, allez, la Cour des comptes a fait un nouveau rapport qui dénonçait tel ou tel abus, des millions qui sont jetés par les fenêtres, qui sont distribués ici ou là, des prébendes de fonctionnaires ou autres, mais on passe vite. Donc, je vous cite les principaux comités d'entreprise, EDF, GDF, SNCF, RATP, Air France. Ah tiens, c'est les mêmes. Alors là, on va repasser à la partie un peu quiz. Je vous cite le rapport de la Cour des comptes 2010. Le comité d'entreprise de l'ex-EDF-GDF a la particularité d'être financé grâce au 1% prélevé sur les ventes de gaz et d'électricité. Vous le saviez ? 1% de tout ce que vous payez va au comité d'entreprise EDF-GDF, donc à la CGT. Et non sur la masse salariale, comme dans toutes les sociétés cotées. En dépit de cette manne colossale, alors à votre avis, combien sont prélevés comme ça chaque année ? Moins, un peu moins d'1 milliard. Un peu moins. Voilà, 800 millions. Pour madame. Levez la main quand vous avez la bonne réponse, comme ça Patrick vous voit bien. Vous dites votre nom, je sais pas. Tu connais son nom ? Voilà. 800 millions d'euros en 2009. Le CCAS, qui est donc le nom de ce comité d'entreprise, a enregistré, alors à votre avis, combien de pertes en 2009 ? Malgré donc 800 millions de rentrées. Moins. Moins. C'est juste vrai. Combien ? Un peu moins. Un peu moins de 50. Combien ? 30. Un peu plus. Bon, allez, on va donner à madame 40, c'est 39 millions en fait. Ah non, 32 millions, 32. Alors, qui avait dit 30 ? Ah, bah, c'est Jacques Deline alors qui est le plus proche. Voilà. 32 millions de pertes malgré 800 millions de recettes. Voilà. Cet article donc, qui date de 2010, qui reprenait la Cour des comptes en 2010, disait fin 2010, le déficit se rapproche c'est-à-dire d'une année à l'autre. À votre avis, combien on est passé de 32 millions de déficit à l'année suivante ? 50. Plus ? 60. Plus ? Plus ? Moins ? 70, voilà. 70 millions d'euros de pertes à fin 2010 pour uniquement ce comité d'entreprise, alors que le budget de l'année atteint les 470 millions d'euros. Résultat, on apprenait dans Libération du 26 avril 2013, après 8 années d'enquête, une dizaine de dirigeants de ce comité d'entreprise, commun aux salariés des industries électriques et gazières, ainsi que la CGT et sa fédération Énergie, ont été renvoyés en correctionnel en août, la date du procès n'est pas connue, en cause notamment des subventions à la fête de l'UMA, tiens donc, des emplois présumés fictifs au service du syndicat, et possiblement des détournements de fonds. Tiens donc. Et pendant ce temps, alors ça vous a peut-être échappé, mais notre cher gouvernement, ultralibéral comme chacun sait, a effacé la dette du journal L'Humanité. Alors de combien était cette dette ? 4 millions. Qui a dit 4 millions là-bas ? C'est monsieur. Qui a dit 4 millions ? Vincent Ginocchio. 4 millions d'euros effacés comme ça d'un trait de plume par un gouvernement élu par les communistes. Attention, Chirac avait commencé. Ah, Chirac avait commencé, mais oui, parce que lui déjà il distribuait l'humanité quand il était jeune, donc il a gardé les bonnes habitudes. Mais là, on a quand même... Alors un ami m'a dit que, je vous soumets l'idée comme ça, parce que moi je peux pas tout faire, donc si ça vous tente, on peut porter plainte apparemment contre le gouvernement pour soutien abusif. Dans l'abandon de créances des 4 millions d'euros de l'humanité, et on est sûr de gagner en appel à la Cour européenne, s'il y a des bonnes volontés. Alors passons à cette chère SNCF que j'ai prise pour venir ici, sans retard d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Alors, à votre avis, combien y a-t-il de comités d'entreprise à la SNCF ? Non, juste là. Un par région. Ce qui fait 2, 4 ou 5. Ah non, il y a 22 régions en France. Non, des régions. Ah, région SNCF, non plus. Combien ? Qui a dit 20 ?
22. Ouais, un peu plus de 22. Et 25. Plus de 25. 26. Alors, qui a dit 26? Madame encore. Ah, c'est madame, non? Voilà. Ah, 26. Donc, il y a 26 comités d'entreprise. Ils ont besoin de tous ces comités d'entreprise-là, vous êtes d'accord? Plus de centrale. Alors, je ne compte pas les centrales en plus. Et à votre avis, de ces 26, combien sont détenus par la CGT? 26. Moins. 25. Moins. Non, plus. Plus. Voilà, 24. C'est madame? C'est madame en bleu qui a dit 24. C'est honnête. Oui, c'est votre. C'est la femme de monsieur. Donc 24 qui sont détenus par la CGT, autant dire que c'est la CGT qui tient les comités d'entreprise et la SNCF. Alors, il s'agit du plus gros conglomérat de comités d'entreprise en France, après celui de DFGDF. Dans leur livre L'argent noir des syndicats, je ne sais pas si vous avez lu ce livre que je vous recommande, les auteurs concluent, je cite, « Tous les témoignages convergent, se recoupent et confirment les mêmes faits, gestion contestable, plainte des salariés et des cadres qui dénoncent les traitements dont ils font l'objet, turnover rapide, c'est-à-dire remplacement rapide des gens, le budget des comités d'entreprise de la SNCF a une dotation de près de 90 millions d'euros par an. » Et alors dans le même article du 26 avril de Libération que je vous citais tout à l'heure, on apprenait que fin juin se tiendra à Lyon, donc fin juin 2013, là c'est passé, un projet désastreux pour l'image des syndicats, tiens donc, du moins leur fédération régionale de cheminots. Alors, en Rhône-Alpes, elles se retrouveront toutes à la barre, toutes. CGT, CFDT, FO, CFTC, Sud, CGC, UNSA et FGAAC. Je ne savais même pas qu'il y en avait autant, mais... Alors, elles sont poursuivies, je vous le donne en mille, pour abus de confiance et faux en écriture. Facture au contenu volontairement apprécié, parfois mensonger, précise le parquet, qui dénonce un droit de tirage alloué à chaque syndicat sous couvert d'une facturation de façade. Pratique habituelle, on va dire. Un salarié du CER en a témoigné, on dépensait sans compter et pas toujours à bon escient, surtout sur la base du copinage. Voilà. La messe est dite. Oui, ce qu'ils dénoncent à longueur de temps, mais ils sont de gauche, donc ils ont le droit de dénoncer, mais si on dénonce la gauche, là c'est un peu plus problématique, oui. Alors, RATP, je ne sais pas si certains d'entre vous habitent à Paris, ou sa région, ou ont habité, bon, moi c'est mon cas, 15 ans, donc je peux en parler, parce que je prenais beaucoup le métro. Alors, je vous donne un extrait d'Actua, qui était le journal du comité d'entreprise de la RATP, en janvier 80, donc c'est il n'y a pas si longtemps, hein, et je le cite dans le livre Nord de la gauche, vous allez voir pourquoi. Alors, les syndicats ont un rôle, donc là on est dans le journal du comité d'entreprise de la RATP, n'oubliez pas. Les syndicats ont un rôle, des prérogatives et des pouvoirs importants, économiques et gestionnaires. Ils élaborent dans le cadre de la législation soviétique les conventions collectives avec les directions d'entreprise. Pas mal. Alors, c'est pas fini. Le chômage n'existant pas en Union soviétique, le problème contraire qui se pose est la pénurie de main-d'œuvre. Il nous a semblé important de vous faire connaître le fonctionnement d'un système de société où les travailleurs ont la parole. On l'a vu avant, hein, bien sûr. En particulier dans les entreprises et possèdent le pouvoir. C'est pour cela que la société socialiste est bénéfique. Voilà. Le journal du comité d'entreprise de la RATP 1980. J'ai rien inventé. Alors, le 6 décembre 2011, donc il y a un peu moins de temps, TF1 News dit ceci. Je cite, « Dans son rapport rendu public mardi, la Cour des comptes accuse le comité d'entreprise de la RATP de gestion défaillante de son personnel, des activités de restauration et de ses centres de vacances. » Parce que ces gens-là ont des centres de vacances, vous comprenez? On ne peut pas laisser organiser ça par le marché, non, il faut donner de l'argent public, enfin, etc. Elle dénonce un système de fuite de fonds. Les faits portent sur la période 2004-2010. Elle a déjà demandé, la Cour des comptes, la fermeture administrative d'un centre de vacances dans les Hautes-Alpes. Le rapport de la Cour des comptes rappelle qu'au cours de cette période, le secrétaire et le trésorier du comité central d'entreprise étaient des élus CGT, l'UNSA détenant le poste de trésorier adjoint. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter, franchement? Mais, si, je vais en rajouter quand même. Parce qu'il faut dire la réalité telle qu'elle est. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler des châteaux de la CGT et des autres syndicats. Voilà encore un beau morceau. Alors, juste avant de parler des châteaux, est-ce que vous pouvez me citer, alors ça c'est la source du rapport parlementaire qui a été enterré, Nicolas Perruchot, il l'a dit sur un plateau télé, donc je peux vous le répéter.
Combien de représentations physiques la CGT a-t-elle en France? Allez-y, n'ayez pas peur. C'est en milliers, hein, donc vous pouvez y aller. 22 quoi? 22? Non, c'est en milliers. 22 000. Ah, 22 000, un peu moins quand même. 8 000. Ah, plus que 8 000. 10 000. Plus que 10 000. 12. Plus que 12, plus que 15. 18. Plus que 18. 29. Non, Voilà, 19 000 représentations physiques pour madame. 19 000 représentations physiques de... Oui, je sais que c'est incroyable, mais imaginez, il y a 36 000 communes en France, ça fait quasiment une commune sur deux qui a une représentation physique de la CGT. Bon. Et la CGT et d'autres syndicats ont d'autres avantages, ils ont des châteaux. Bon. Donc, ce sont vraiment des représentants des travailleurs pauvres, hein, notamment. Alors, est-ce que vous pouvez me dire le nombre de châteaux que les syndicats communistes français détiennent? Alors moins que 40, moins que 25, mais vous êtes parti loin quand même. Des châteaux, je parle, je vais vous citer après la liste, vous allez voir. 17. Un peu moins que 17. Un peu moins. Voilà, 14. Alors, qui a dit 14? Madame au fond. Madame au fond en blanc. Ils ont des centres de formation, il n'y a pas de centres de vacances. Ah, je compte pas les centres de formation, et ni les centres de vacances, là. Je compte des châteaux vraiment. Il y a des châteaux qui font centre de vacances. Pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Je vous le demande. Moi, j'ai pas fait d'enquête sur ce qui se passe dans les châteaux de la CGT, hein, mais à mon avis, il doit s'en passer de peine. Alors, je vais vous citer un certain nombre de châteaux pour que vous vous rendiez bien compte de quoi on parle. Il y a des beaux châteaux. Alors, il y a une question là-bas qui a dit... Comment? J'ai entendu Bolloré. Oui, je vous disais, c'est très bien ce que vous dites, mais Bolloré, Bouygues et toute cette équipe-là, comme ils ont de châteaux et de... Ben là, je parle des syndicats, donc si vous voulez une conférence sur Bouygues, ça sera une prochaine conférence. C'est l'argent privé. Alors... Je me rappelle. On a un CGTiste là. On a un intrus. C'est bien le débat. Les libéraux sont pour le débat, donc il n'y a pas de problème. Mais les questions, je les prendrai juste après, je vais juste dérouler parce qu'il y a pas mal de châteaux dont je voulais vous donner un peu le détail, que vous sachiez de quoi on parle. Alors, vous avez le château de Fontenay-les-Brie, par exemple, propriété de la branche CGT de la RATP, dont on vient de parler, situé aux portes de Paris, dans un parc de 74 hectares, dont près de 40 hectares de forêt, avec 2 cours de tennis, 2 restaurants, un mini-golf, un étang à truites et 30 chambres. Ensuite, château de la Brévière. Je ne vais pas tous vous les faire, mais enfin je vous fais quand même les plus emblématiques. Parce que... Alors, le château de la Brévière, au cœur de la forêt de Compiègne, il appartient à Force Ouvrière. 36 hectares de vignes, dans le Sauternes. Ah, ça c'est un autre château, excusez-moi. Alors, avec 36 hectares de vignes dans le Sauternes, vous avez un château qui s'appelle Laforie-Péraguet, du comité d'entreprise de GDF Suez. Oui, mais là, ça rapporte le vin aussi. Ah, j'ai pas fait les calculs, mais enfin, à mon avis... C'est un placement. C'est un placement, oui. De toute façon, ce sont des placements qu'ils ont acquis, mais ça montre leur puissance financière au départ. Vous et moi ne pouvons pas nous acheter ce genre de château. Hors objet social en plus. C'est pas dans l'objet social, tout à fait. Alors, vous avez pieds dans l'eau, 31 chambres, dont 5 suites, 2 salles de restaurant, jacuzzi, sauna. Donc là, on est vraiment dans le communisme le plus pur et le plus dur, hein, on le voit. Ça s'appelle Castellamare, et c'est du comité d'entreprise de la SNECMA. Alors, on l'avait oublié. Il y a la SNECMA aussi. Alors, le château du Plat, alors là, c'est dans la Creuse, à Vallières, pour ceux qui connaissent, entouré de plusieurs bâtiments et qui appartient au comité d'entreprise de la RATP, encore une fois. 114 hectares de terre, cette fois, encore mieux. Des forêts, des prairies, Dans la Creuse. des écuries, trentaine de chevaux. Alors c'est vrai qu'on est dans la Creuse, il y a de l'espace, mais enfin, quand même, c'est pas mal. Le château est en bon état, car le comité d'entreprise vient de faire d'énormes travaux autofinancés sur son pactole de 50 millions d'euros par an. Vous avez le château de Montreuil, de la Fédération des organisations sociales de la Poste, à seulement 3 km des superbes plages de Honfleur, Trouville et Deauville, dans un parc boisé de 3 hectares, vous avez le château de Prêtreville, si vous connaissez, qui appartient au comité d'entreprise de la Caisse d'allocation familiale du Val d'Oise. 8 bâtiments. Ensuite, en Bourgogne, le château de Ragny, véritable château médiéval du XIIe siècle, qui appartient à la Banque de France, vous savez, ceux qui sont payés un 15e mois. Il faut le savoir. 35 heures, hein, Et encore. et encore, voilà.
et vous travaillez à la Banque de France, qu'il a confié à son comité d'entreprise. En été, ce château accueille des centaines d'enfants en colonie. Tennis et piscine font naturellement partie des prestations de base. Ensuite, vous avez l'association Agiforel, association de gestion des foyers de la région ferroviaire de Lyon, qui gère le château de la Bachasse. Propriété de la SNCF depuis 1947, vous voyez, c'est pas hier. Hein. Jolie bâtisse du 19e siècle avec un parc de 8 hectares. Donc là, on est plutôt les petits châteaux. Là. Bon, et puis j'ai encore une liste longue comme le bras, donc je vais m'arrêter là. Mais je pense que j'arrive au terme de ma présentation. Donc là, je vous ai un peu assommé de faits, de chiffres un peu assommants, c'est le cas de le dire. Mais j'aimerais pas terminer sur cette note négative, parce que là, je vous ai parlé d'un constat, mais il y a quand même des solutions. Il y a quand même une note d'espoir. Alors, vous allez me dire, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de rêver? Ben non. Il faut savoir déjà qu'il y a des coordinations et des groupes internet, comme vous avez entendu parler, des pigeons, les asphyxiés, bon, maintenant il y a les bonnets rouges, il y a l'UFML, je ne les connais pas tous, hein, mais ce sont des gens qui défendent réellement les travailleurs et les citoyens. Mais encore plus que ça, donc il y a quand même un réveil, et ça on peut remercier la gauche, parce que quand elle est au pouvoir, ça accélère un peu les choses. Mais il y a mieux que ça. Et moi j'en reviens toujours là, parce que je pense que c'est notre planche de salut à tous. Et comme je dis souvent, De Gaulle avait la BBC, nous on a Internet. Alors Internet, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est en train de bouleverser depuis 10 ou 15 ans que ça existe, tous les rapports sociaux, les rapports économiques, beaucoup plus que n'importe quel politique ne pourra le faire dans toute sa vie, dans toute sa carrière d'énarque ou de polytechnicien. Et ça, je vous demanderai d'y réfléchir sérieusement, parce que ça vous permettra de vraiment voir le bon côté des choses, et de voir qu'en fait, on en parlait là juste avant la conférence, l'être humain, il naît libéral. On n'a pas besoin de lui imposer. C'est son intérêt qu'il cherche dans sa vie. Donc on peut lui imposer que des choses anti-libérales, quelles qu'elles soient. Je ne cite pas toutes les idéologies qu'on a essayé de lui imposer tout au long de l'histoire de l'humanité. Mais il naît libéral, bon, c'est comme ça. Donc quand il a un outil comme Internet à sa disposition, eh ben, il s'en empare. Et il le développe à tel point que vous avez des sociétés aujourd'hui qui pèsent plus quasiment que des États, et qui font plus pour la promotion du libéralisme que n'importe quel entrepreneur ou que n'importe quel membre d'un parti politique même. C'est très bien de militer, là on parlait de Denis Père tout à l'heure à table, je suis admiratif devant toute l'énergie qu'il mobilise, mais malheureusement c'est voué à l'échec, puisqu'il est sur un terrain complètement miné, les dés sont totalement pipés. Il a en face de lui 3 communistes et 2 journalistes néo-marxistes. Plus il parle à des gens qui ont été totalement lobotomisés par une éducation nationale socialiste, comme je le dis de manière un peu provocante. Mais la note d'espoir, c'est qu'Internet fait évoluer le monde d'un monde vertical, qui est le monde du syndicat aussi, mais qui est le monde de l'entreprise avec des salariés, vers un monde horizontal, qui est un monde avec des auto-entrepreneurs, voire des entrepreneurs. De plus en plus, hein, il ne s'agit pas que tout le monde soit entrepreneur, hein, évidemment. Ceux qui veulent être salariés pourront le rester, ou fonctionnaires. Mais de plus en plus, les entrepreneurs et les gens qui prennent en charge leur propre vie, qui ne veulent pas de patron, mais qui veulent être leur propre patron, hein, c'est ça le principe, peuvent le faire avec Internet. Et le simple fait de pouvoir s'exprimer sans blocage, on le voit bien. Internet peut être critiqué par plein d'aspects, mais souvent il est dit autant de bêtises sur Internet que dans les médias, quoi que les médias en disent. Et surtout, ça permet à des initiatives d'éclore, et là je vais terminer sur... donc bon, là on ne mettra pas sur la vidéo, mais, parce que je vais vous faire part d'un projet que je développe en ce moment de start-up. Dans ce monde-là, les syndicats vont disparaître. Parce qu'un syndicat, il se nourrit de quoi? Il se nourrit du fait que dans l'entreprise ça va mal, et notamment du fait de ce lien de subordination entre patron et salarié. Or, si vous n'avez plus ce lien de subordination parce que les gens travaillent pour eux-mêmes et qu'ils ont autant de clients que de patrons, et qu'ils peuvent les limoger comme ils peuvent se faire limoger, bah les syndicats ils servent à quoi? Si vous pouvez travailler de chez vous, si vous pouvez faire votre passion, il y a des syndicats aussi parce que les gens sont obligés de travailler dans des domaines qui ne leur plaisent pas forcément. Donc ça nourrit la rancœur, etc. Et les syndicats se nourrissent de tout ça. Donc dans un monde où les gens vont de plus en plus travailler pour eux et travailler dans ce qui leur plaît, les syndicats n'ont aucun avenir. Donc ils auront beau avoir l'État qui les finance, etc. Les structures, vous le voyez déjà, on voit que les structures s'effondrent, les structures anciennes, et que de nouvelles apparaissent. On peut critiquer Sarkozy tout
toute sa vie, il a quand même créé, avec Hervé Novelli, le statut d'auto-entrepreneur, qui est une première brèche dans le système. Mais Internet est en train de contourner de toute façon le code du travail et toutes ces choses de dinosaures qui ne peuvent pas être réformées, on le voit bien, ça ne sert à rien de les réformer, parce que c'est irréformable. Donc Internet contourne ça, vous avez des sites qu'on appelle de jobbing par exemple, si vous voulez faire votre repassage, aller vous faire votre shopping, des tonnes de choses comme ça, vous pouvez demander à quelqu'un qui est dans votre quartier, qui fait rien, et qui va vous aider, et vous allez le payer, et puis c'est tout. Et vous le déclarerez en micro-BIC ou autre. Donc ça c'est l'avenir, et les syndicats là-dedans, plus besoin. Voilà, donc c'était pour la note d'espoir. Je vous remercie pour votre attention.